Bonjour et bienvenue au podcast Trop Intense. Je suis Alexia Lemasson, coach pour personnes trop intenses, et je suis votre hôte pour ce podcast dédié aux personnes trop intenses qui se sentent en décalage et qui souhaitent trouver des clés pour se comprendre, mais également mieux se relier aux autres. Ce podcast peut également être utile à ceux qui les accompagnent du mieux qu'ils peuvent. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième épisode de l'entretien que j'ai eu avec le docteur Fanny Nussbaum. Nous l'avons laissé à la fin de l'épisode précédent, au moment où elle nous comparait le fait de vivoter, c'est-à-dire laisser le temps s'échapper, vivre sans exister, sans intensité, sans autre but que vivre. Et l'existence, c'est-à-dire mettre de l'intensité dans chaque moment. Elle propose d'ailleurs, à la louche évidemment, un tableau comparatif entre une vie de quelqu'un qui vivote et quelqu'un qui existe. Et les résultats, la comparaison, sont passionnants. Oui, c'est ça. En fait, je me suis amusée. Bon, vraiment, puis en plus, il y a une erreur d'édition, donc ce qui fait que les pourcentages sont faux, etc. Mais peu importe. Enfin, en tout cas, c'était vraiment pour m'amuser à faire cette estimation, comme vous dites, à la louche. Si vous ajoutez tous les temps de sommeil, de trajet en voiture, ces temps-là où on fait pas grand-chose, on est sur son téléphone, tous ces temps qu'on passe comme ça, où on met pas trop de poids dans sa vie, pas d'intensité. En patientant, en appelant une hotline ? Exactement, attendre au téléphone. Ou alors simplement justement ne pas faire quelque chose de grand avec soi-même, ne pas faire en sorte que ce moment-là soit fort et intense. Eh bien, tous ces temps-là cumulés, au bout du compte, je ne sais plus ce que c'était dans mon calcul, je crois que c'était sur une vie de 80 ans. Finalement, la vie intense, donc je fais une colonne A, une colonne B, la colonne vie, selon ce que dit Sénèque, qu'on laisse passer, que temps qui s'échappe, et puis la colonne existence, les moments de vie intense. Finalement, sur 80 ans, on n'a que 2 ans de vie intense. Ce qui est vraiment terrible, en fait, de vie intense, de vie qu'on aura vécu avec grandeur, avec plaisir, avec intensité. C'est rien du tout. Et donc, je propose des solutions pour augmenter ce temps de vie intense. Et je crois que, je ne sais plus à vrai dire, c'était vraiment pour m'amuser, hein, mais je crois que j'arrive à 30 ou 40 ans de vie intense sur 80 ans, vous voyez. Ouais, la comparaison est vraiment édifiante. Et d'ailleurs, il me semble que vous proposez, pour ajouter l'intensité à notre vivotage, d'utiliser notre intuition. Oui, mais oui. Développer mon instinct, mon intuition, exactement. C'est toutes ces choses qui font que je parle souvent de ça. Puis en plus, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Je crois que c'est une question qui revient très très souvent, ouais, quand on m'interroge, presque à chaque fois. C'est la question de l'intuition. Et donc j'explique que la différence entre l'instinct et l'intuition, c'est que l'intuition, c'est ce qu'on va sentir. On va sentir, on va sentir quelqu'un ou pas le sentir, ou alors on va sentir que quelque chose est sur le point d'arriver ou pas. Donc ça, c'est l'intuition. Et l'instinct, c'est de transformer directement son intuition en action. Quand on a agi de manière instinctive, c'est qu'on a eu une intuition et que tout de suite, on est passé à l'action. Je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un, sa tête ne vous revient pas, vous ne le sentez pas, vous avez une intuition que ce n'est pas quelqu'un qui est bon pour vous, tout de suite, vous tournez les talons et vous en allez. Bam, intuition, instinct. Okay. Aujourd'hui, on a déjà, je pense, cette survalorisation du raisonnement, et puis cette peur aussi, je crois qu'on manque de courage, ce qui fait que très souvent, quand on a une intuition, on la court-circuite complètement en commençant à élaborer dessus des raisonnements. Ah, mais si j'ai senti ça, ça doit être parce que ceci, parce que cela. Si j'ai pas senti le gars en face de moi, peut-être que c'est parce que j'ai pas mon cœur assez ouvert aujourd'hui, ou parce que il me rappelle un tel qui était un mauvais souvenir pour moi, mais c'est juste pour ça. Puis je dois être gentil et être bienveillant, donc je vais passer dessus, je vais lui donner une seconde chance, etc., etc. Il y a aussi les gens, et j'en vois dans mes clients, qui disent n'avoir aucune intuition. Aucune. Et quand je leur demande ce qu'ils ressentent dans leur tripes, ils me disent rien. Ils sont dans leur tête uniquement. Exactement.
Oui, oui. Alors que ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'est pas possible. Vu comme le cerveau est configuré, on a un cerveau qui fonctionne par petits modules spécialisés enfin, comment dire, l'organisation cérébrale dans sa globalité, son boulot, ça va être de faire des statistiques pour nous donner la bonne action, la bonne direction à suivre. Donc, ça va vous dire, statistiquement, dans tel cas, ça t'a plutôt réussi de faire comme ci, comme ça, bam, et vous sentez qu'il faut faire plutôt comme ci, comme ça. Tourner à gauche, tourner à droite, dire oui, dire non. Toutes les décisions que vous prenez dans la journée, j'ai lu l'autre jour, c'était rigolo, je ne sais pas comment on a pu calculer ça, mais qu'on prenait, que le cerveau prenait 35 000 décisions dans la journée, je crois. Ça me paraît pas faux, mais C'est effectivement un nombre très important de décisions dont on n'a même pas conscience. Et ça commence le matin à comment je vais m'habiller en fonction du temps de rendez-vous que j'ai prévu, de ce que j'ai prévu le soir, est-ce que je cuisine, il faut que j'aille faire des courses, est-ce qu'il faut que je cours, que je prenne le métro. Et on n'a vraiment pas conscience de toutes ces mini-décisions qu'on prend à longueur de journée. mais oui. Exactement. Et puis, je pense qu'il y a même des décisions de pensée. Enfin, bon, peu importe. En tout cas, on prend toutes ces décisions dans la journée sur la base de ces statistiques. C'est pour ça on appelle le cerveau bayésien, parce qu'il fait des statistiques. Et toutes ces statistiques, en grande majorité, enfin, les statistiques en elles-mêmes, elles sont complètement inconscientes, mais en tout cas, les décisions qu'on prend, en immense majorité, elles sont inconscientes. Donc, ça, c'est donc 90 à 95%, je le dis très souvent, de notre activité cérébrale est une activité inconsciente. Donc, ce sont ces statistiques, ces petits modules qui arrivent à résoudre des problèmes pour nous pendant qu'on pense à autre chose, et qui résolvent ces problèmes comme ça, et qui nous donnent la solution ensuite à suivre. Donc, pourquoi je vous dis ça? Ah oui, instinct, intuition. Donc, on a tous des intuitions, c'est pas possible autrement. Quand vous dites à quelqu'un tu le sens ou tu le sens pas, et qu'il vous dit je sais pas, c'est pas qu'il sait pas, en fait, c'est simplement qu'il n'arrive pas à traduire, il s'est probablement tellement éloigné de son intuition Qu'il n'y a plus rien qui sort. qu'il n'y a plus rien qui sort, exactement. Donc, je fais un travail, notamment avec mes enfants, mais avec mes patients aussi, pour qu'on travaille là-dessus, sur la transformation de l'intuition en instinct, et déjà, ne serait-ce que de développer son flair à nouveau, de sentir qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu sens pas. Et voilà, quand mes enfants viennent me voir pour prendre une décision, est-ce que mon fils est joueur de tennis, et donc quand voilà, il me dit tel tournoi, regarde, j'ai la possibilité d'aller à tel tournoi plutôt qu'à tel autre, il y en a un qui est à Tombouctou et l'autre qui est à je sais pas où, est-ce que je vais à l'un ou à l'autre, et je dis qu'est-ce que tu sens? Je sais pas, parce que le premier, non, je te demande pas ce que tu penses, je te demande ce que tu sens. Et voilà, comme ça, la plupart du temps, maintenant, il y a l'automatisme qui revient de plus en plus de qu'est-ce que je sens. Et après, l'autre boulot, c'est de passer de ce que je sens à l'action directement. C'est pas une analyse, on n'est pas des prospectivistes. Donc si je vous suis, l'idée c'est de transformer l'intuition en instinct, parce que c'est l'instinct qui mène à la Oui, performance, c'est ça? c'est ça. L'instinct, c'est la prise de décision, c'est l'action. Et oui, vous parliez de performance, en effet, c'est mon grand sujet, en fait, parce que donc dans mon modèle, je dis que l'intelligence, donc c'est un état, et qu'il y a 3 degrés, trois stades de l'état d'intelligence. Le stade le plus bas, c'est l'antiphase, celui où justement on est peu ou pas en intelligence, et on n'arrive à rien faire avec soi-même. Celui du milieu, c'est la compétence. Donc quand on est en compétence, on est comme vous et moi probablement maintenant, en train de fournir à l'environnement ce qu'il attend, et avec nous-mêmes à peu près ce qu'on attend, mais on n'est pas en train de révolutionner le monde non plus. Et puis le Graal de l'état d'intelligence, c'est la performance. Donc quand on est en état de performance, là, waouh, on arrive à montrer vraiment le meilleur de soi-même, on pète la baraque, comme on dit. Et donc, On est dans le flow. le flow, c'est ça, la zone pour les sportifs.
On est dans ce moment où tous les voyants sont au vert et où tout d'un coup, on arrive vraiment à délivrer le meilleur. Et très souvent, tous ceux qui ont connu le flow, enfin tout le monde l'a connu en réalité, au moins une minute dans sa vie, quand on a connu le flow, on sait que ça n'a rien à voir avec du raisonnement, qu'on est vraiment complètement, on se sent connecté à l'univers, on sent les choses. Et je crois que ça n'a rien d'ésotérique, c'est simplement que notre cerveau, il sait, il sent, il fait ses statistiques et il nous donne, il dit, ben voilà, il y a le soleil qui a tant de degrés, il y a ceci, cela, tac, 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 et tu fais, voilà, maintenant tu vas faire ton geste exactement comme ça. Et si vous l'écoutez, le geste est parfait. Donc à ce moment-là, quand on est dans ce flow, quand on est en état de performance, qui est donc le graal de l'état d'intelligence, donc qui est l'intelligence suprême, en fait, la performance, ben à ce moment-là, tout est facile, tout coule, on ne sent pas l'effort. On est dans cette facilité et on est vraiment dans l'instinct pur, c'est-à-dire qu'on sent, on a l'intuition et on agit. On écoute tout de suite ce que nous dit notre cerveau. Et être dans le flow, justement, décider de manière instinctive, ça nous prend peu d'énergie, contrairement à l'analyse consciente et au choix conscient. Et oui, c'est ce qui bouffe le plus d'énergie, en fait. Le cortex préfrontal, c'est celui qui est apparu le plus tard dans le cerveau des homininés. C'est arrivé avec Sapiens, avec son grand front comme ça. Mais avant, il y avait déjà tout le reste était déjà là avant, et le préfrontal est arrivé tard. Et en fait, c'est rigolo parce que très souvent, donc le préfrontal, pardon, c'est ce qui nous permet, je le dis très schématiquement, mais c'est ce qui nous permet de raisonner, en fait, c'est de raisonner de façon algorithmique, de façon très consciente. Mais donc c'est génial le raisonnement. En fait, moi je suis une pure raisonneuse, donc je peux pas dire que c'est pas bien, mais c'est aussi un empêcheur et comme vous dites, c'est très 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 énergivore. C'est-à-dire que on nous parle les neuropsies ont inventé ce terme de haute fonction exécutive pour parler des fonctions de raisonnement. Et, euh, et ça me fait toujours rigoler parce que parfois ça me fait pleurer même parce que je me dis, en fait, ce sont les hautes fonctions exécutives alors que ce sont celles qui fonctionnent de la façon la plus laborieuse possible, qui coûtent le plus d'énergie. Quand on fait ça, étant donné que c'est très rudimentaire comme fonctionnement, le raisonnement, eh ben, on ne peut pas faire autre chose. Quand on est concentré sur une tâche de raisonnement, on ne peut pas faire autre chose, alors que quand on est dans ses pensées automatiques, dans la fluidité, je sais pas, courir en même temps qu'on parle au téléphone, en même temps que peu importe, on peut faire plein de choses à la fois. Donc, les hautes fonctions Ça fait un de... peu haute fonction de l'État. Oui, c'est ça. Bah, alors, ça irait très bien avec... Et on imagine là quelque chose de très lourd à bouger, très lourd à mobiliser et très coûteux. c'est ça. Mais alors, oui, de besogneux, laborieux, pas sexy du tout, le truc vraiment, voilà, les hautes fonctions, voilà, les hautes fonctions cognitives, les hautes fonctions exécutives, cognitives. Donc ouais, c'est terrible parce que, comme vous dites, ça se prend pour, mais ça n'est pas du tout. C'est pour ça que je fais ce que j'appelle une conférence spectacle sur l'intelligence et la performance, et où je parle parce que j'avais envie de m'amuser pour ne plus faire des conférences un peu toujours pareilles. J'avais envie d'y mettre de l'humour, de la philosophie, etc. Je trouvais que le message passait pas mal. Et donc dans ce spectacle, je parle de Nabila et je dis que de Ribéry et Nabila, et je dis qu'en fait tous les deux sont des personnes, selon ma définition, hautement intelligentes. Et je dis que quand j'ai dit ça sur les réseaux, parfois je me suis pris des commentaires du style, mais comment, mais Nabila plus intelligente qu'un gars qui a 152 QI? Non mais on est tombé bien bas, madame, déjà que nos jeunes ne pensent plus. Alors oui, il y a cette sorte de snobisme qu'on a parce que Nabila, je trouve que cette jeune femme, je ne sais pas si elle est toujours très, très jeune, mais peu importe, ça lui va très bien, jeune femme, elle a réussi quand même le tour de force
de sortir une expression qui est devenue anthologique, qui a marqué toute une génération. Si je vous dis, mais quoi? Et elle dure surtout. Et elle dure, exactement. Et Nabila, elle a réussi à durer. Et cette expression dure aussi. Voilà, si je dis, mais quoi, t'es une fille et t'as pas de shampoing? Forcément, vous allez me répondre, non mais allô quoi, allô. Et maintenant les jeunes qui n'ont peut-être pas vécu ça, ils disent non mais allô quoi. Ils le disent. Ouais, et sans savoir pourquoi. Mais oui, donc elle a été vraiment performante. Elle a donc performante, encore une fois, le plus haut Ouais. état de degré ou stade de l'état d'intelligence. Et elle réussit à durer avec ça. Elle n'a pas fait pchit, ça a été vraiment avec ça et puis ce qu'elle est, quoi. Donc, elle est plus intelligente ou elle est plus souvent en état d'intelligence que vous et moi, finalement, au bout du compte. Oui, ça fait mal. Ça fait un peu mal. Mais oui, oui, oui. Je vous suis, donc Ça fait je vais mal, dire ça oui, fait mais ça mal, fait hein. mal. Et oui, et oui. Mais c'est ça, elle a réussi, elle, à trouver son flow plus souvent que nous, à sentir les choses, à arriver. Alors après, il y a toute la question de savoir si, quand on est plus connu, est-ce qu'on est plus performant parce qu'on est plus connu. Mais étant donné que je parle de différenciation, pour l'instant, vous et moi, on n'est pas complètement différenciés. On est correctement différenciés, mais Nabila, voilà, on sait qui c'est, on a sa patte, on connaît sa couleur de pensée, de personnalité. Voilà, on a ce truc-là avec elle qu'on ne trouve pas encore chez nous. Voilà. Moi, j'y travaille, mais voilà, il faut le trouver, cet état. Alors, je ne m'attendais pas à parler de Nabila quand on parlait d'excellence et d'intelligence, mais je vous suis. J'aimerais maintenant qu'on se penche sur le perfectionnisme. Le perfectionnisme dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit gommer. Parce que soit c'est quelque chose qui va paralyser en amont, je ne le ferai pas parfaitement, donc autant ne pas essayer, Mhm. ou c'est quelque chose, on va dire c'est le seul filtre ou, ou échelle qu'on va utiliser pour juger nos résultats. Ils seront donc forcément médiocres ou nuls, et donc on va se démotiver. Mais vous, dans votre livre, vous proposez une autre perspective sur le perfectionnisme et surtout vous proposez de l'utiliser. Oui, alors en fait, le perfectionnisme, encore une fois, c'est un tendre vers. On doit aller vers la précision, on doit éviter l'approximation. Je pense que ce perfectionnisme, c'est ce qui doit nous dire en permanence que nous voulons atteindre l'excellence. Donc, je crois qu'il faut être un perfectionniste, mais en sachant que peut-être on n'atteindra pas ce niveau-là, qu'on n'atteindra pas le niveau qu'on souhaite. Mais si on ne tend pas vers le perfectionnisme, on ne peut aller que vers l'approximation. Je dis souvent, ça c'était quelque chose que je disais beaucoup à ma fille quand elle était plus petite. Elle a 12 ans aujourd'hui, elle est super forte en maths et tout ça. Je ne comprends même pas d'où ça lui vient, mais peut-être de ça. Je lui disais quand elle travaillait des exercices de maths et qu'elle faisait le truc à peu près, comme on fait souvent quand on n'a pas envie trop de se casser la tête, quoi. Et elle faisait le truc à peu près, puis elle avait la réponse à peu près. Et je dis, en maths, quand c'est à peu près juste, eh ben c'est faux. Donc, et c'est fou parce que même si vous avez, je sais pas, si la réponse ça doit être 11 et que vous avez 10,99, c'est faux. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est faux. Et donc, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de chercher toujours la perfection, donc l'excellence, toujours cette même idée on doit tendre vers la perfection, tendre vers l'excellence tout le temps. Et ça doit être notre flèche. Donc en fait, c'est plus comme on va dire une étoile polaire, une destination, plutôt que le filtre. C'est-à-dire de dire, ah ben non, comparé à la perfection, je suis nul, je m'arrête. C'est de dire, je n'y suis pas encore en fait. Oui, c'est vraiment une étoile, en effet, vous avez raison, c'est une étoile qu'il faut atteindre. Et
je dis aussi qu'il ne faut pas, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, être indulgent avec soi-même. Je crois que c'est pas bien d'être indulgent avec soi-même. Mais je crois que c'est pas bien de se flageller non plus. C'est-à-dire que plus on s'expose, et il faut s'exposer justement quand on est un embelliste, plus on s'expose, plus on augmente statistiquement le risque d'être mauvais. Vous voyez, il n'y a pas de, on augmente aussi les statistiques pour être bon, mais quand même, sur la somme de fois où on va s'exposer, ben forcément, il y a des moments où on va être mauvais, où on va pas. Donc le truc, c'est de pas être indulgent envers soi-même, donc de ne pas supporter d'avoir été mauvais, D'avoir fait du mieux voilà. Il ou faut, d'avoir on a fait de son voilà, mieux, c'est exactement, déjà c'est ça. bien. Alors, ah bah t'as fait de ton mieux, ben ouais, ok. Alors, bah, c'est pareil vous avez compris que je suis très réseaux sociaux et je crois que c'était hier ou avant-hier, il y avait un post d'un jeune homme que je trouve super. Je vous invite à le suivre sur LinkedIn si c'est pas déjà le cas. Il s'appelle Julien Song et il est joueur d'échecs professionnel. Et il raconte sa vie de joueur d'échecs. C'est vraiment très très chouette à suivre. Et voilà, il y a quelques jours, il avait fait un post où il disait qu'il était favori dans un tournoi enfin, il était favori contre son adversaire du moment et qu'il avait perdu alors qu'il était favori et qu'il avait fait de son mieux. Et il dit, en fait, je ne sais pas comment je dois le prendre, le fait que j'ai fait de mon mieux, parce que soit je me dis, bah, c'est pas grave puisque j'ai fait de mon mieux, soit je me dis, bah, mon gars, alors lui, il le dit beaucoup plus élégamment que moi, hein, mais mon gars, si t'as perdu alors que tu étais favori et que tu as fait de ton mieux, c'est que vraiment tu es nul. Donc ça, c'était ton mieux? Ouais, exactement. Et si ça, c'était ton mieux, ben, Mmh. c'est pas top. Donc, en effet, cette expression faire de son mieux, bon, donc, déjà, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut faire de son mieux à quel moment. Et forcément, on n'a pas fait de son mieux si on avait la possibilité de gagner. Voilà. Donc, l'idée, c'est ne pas être indulgent envers soi-même. C'est-à-dire, quand on a fait de la merde, on se dit j'ai fait de la merde, point. Mais ne pas se flageller avec ça. Parce qu'il y a les gens dont on va dire ah, il n'est pas indulgent envers lui-même. Puis quand on creuse un peu, on voit qu'en fait, ils se flagellent et qu'ils attendent juste. Alors, ils attendent ou pas, mais souvent, ils sont là en train de dire ah non, mais j'ai fait du mauvais boulot, mais c'est pas bien, c'est nul ce que j'ai fait. Et puis, ils vont passer des heures à vous dire ça. Et puis, ils vont revenir dessus. Puis, ça va devenir en fait l'excuse. Genre, étant donné que je suis conscient que j'ai fait de la merde, alors maintenant on peut pas m'en vouloir, quoi, puisque je le dis moi-même comme une sorte d'honnêteté. Bah non, en fait, t'es conscient que t'as fait de la merde, mais après, tu ne te flagelles pas. Tu fais en sorte que la prochaine fois, tu fasses justement mieux que ça, que tu fasses pas de la merde. Ça, c'est vraiment le bon perfectionnisme, à mon sens. C'est vraiment de pas, voilà, ne pas être être trop laxiste Être lucide? et être lucide, voilà, c'est ça, être lucide et vouloir faire D'accord. mieux. Merci. J'ai une dernière question, s'il vous reste un petit peu de temps. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Si on en revient à votre terme des phylocognitifs, ceux qui aiment penser, pour les complexes surtout, il y a cet ennui rapide ou ce désintérêt une fois qu'on a craqué le code de quelque chose. On a compris comment ça marchait. Bon, bah, passons à autre chose. Donc, on peut aller créer une sorte de rose, ensuite apprendre le macramé et se lancer dans le tennis en 6 mois. Mmh. Comment on peut faire cohabiter l'excellence et ce désintérêt rapide? Ça, c'est une super question. Donc, ouais, les profils complexes, ce sont ceux, donc si j'ai bien compris, vous êtes complexes aussi? Mmh. Oui, donc voilà, toutes les 2, voilà, on est Mmh. sœurs Oui. de philo-complexité, voilà. Donc ce sont 2 profils que j'ai dans mon 1er livre, Les philo-cognitifs. Donc j'ai proposé qu'il y avait 2 profils de philo-cognition, les complexes et les laminaires. Donc les complexes sont ceux qui comme vous et moi, ne font pas l'unanimité, ont des acquisitions qui sont très disparates, exceptionnelles dans certains domaines et puis nullissimes dans d'autres. Ce sont ceux qui vont avoir un rapport au monde qui va être un peu
particuliers, on va dire. C'est-à-dire que voilà, on les aime, on les déteste, il y a pas trop de demi-mesures, hein, en tout cas, ils passent pas inaperçus. Voilà, donc ça c'est le profil complexe. Et puis, donc j'ai trouvé une image, un symbole, un totem qui était le ouistiti. Parce que je trouve que le ouistiti, c'est ce petit animal. J'ai un ami, d'ailleurs, il mesure 2 mètres, alors il m'a dit le ouistiti, pour moi, bon, il m'a dit que c'était pas très flatteur, en plus, le ouistiti, parce que je trouvais que c'était bien le ouistiti, parce que c'est un animal qui, à la fois, on peut le trouver tout mignon, le petit singe tout petit mignon, et puis quand on l'approche trop, on voit qu'il saute dans tous les sens, et puis on l'appelle le hurleur de la jungle, le ouistiti, et parce qu'il fait des cris stridents comme ça, et je trouve que vraiment ça ressemblait bien au philo complexe. Et puis le laminaire, donc lui, c'est plutôt, on va dire, le premier de classe à l'école, celui qui va être le pilier d'une entreprise plus tard, ou qui va être le pilier d'une communauté. Ça va être celui dont on a l'impression, alors ça se discute, mais qu'il est très fiable, il va être assez naturellement promu par le système, parce qu'on va dire que c'est quelqu'un qui est plutôt neutre, etc. Mais lui, il a des acquisitions qui sont égales. Vous lui donnez n'importe quel truc à apprendre, que ce soit, je sais pas, en philosophie ou en maths, ça va, il va y arriver, il va se développer de façon assez complète, comme on dit. Donc, pour répondre à votre question, pour le philo complexe, c'est un vrai problème, hein, ça, le philo complexe, qui va s'intéresser à un truc, et puis ensuite à un autre, puis ensuite à un autre. Il a juste besoin d'avoir ses shoots Nouveauté. de dopamine et de glutamate, voilà, pour pouvoir pour être excité, pour que son cerveau s'excite. Donc dès qu'il y aura une nouvelle connaissance à acquérir, ou un nouveau débat, ou voilà, une nouvelle, je sais pas, apprendre le piano, je sais pas quoi, hop. Moi j'ai fait des trucs comme ça, je dis apprendre le piano, parce que vraiment j'ai acheté un piano, Nous sommes deux. voilà, et ça m'a duré 2 ans. Pendant 2 ans, je faisais du piano pendant des heures tous les jours, et tout ça, j'ai appris du début et tout. Et maintenant, heureusement que mon fils joue du piano, parce qu'il est là depuis 20 ans, le piano. J'ai pas retouché un piano après ces 2 ans. Un jour, vous savez, ça me fait penser à Forrest Gump. J'adore. Vous êtes Vous voyez arrêté de courir? le moment où il court, Oui, vous êtes et arrêté c'est de ça. courir. Ouais. Et Ce ça vous a moment-là, pris moi, comme il y ça? a tellement de fois où tout d'un coup, j'ai arrêté. Ouais, Bam. ouais. Ça faisait 2 ans, comme Forrest Gump, je crois, hein. Il a couru 2 ans, il me semble, 2 ou 3 ans, Oui, oui, un truc comme ouais, ça. c'est ça. Ouais. Vous n'avez pas la barbe, Et ben par voilà. contre, à la fin. Non, mais j'hésite. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas pris de douche pendant 2 ans comme Forrest, et je faisais du piano, du piano, du piano, et bon, j'arrivais évidemment à jouer plusieurs, depuis que j'ai arrêté, ça fait des années, mais je suis incapable de lire quoi que ce soit, de créer quoi que ce soit avec le piano, parce que voilà. Donc ça, c'est un truc de complexe. Donc pour vous répondre, et vous le connaissez bien, ce truc-là, puisque vous l'avez vécu, eh ben, comment on fait? On a des objectifs qui sont plutôt des missions à court terme. Donc, par exemple, vous écrivez un livre, vous savez que ça va vous prendre 1 an maximum, quoi. Enfin, sauf si vous écrivez l'œuvre de votre vie, mais voilà, ça va être une mission d'1 an, où là, le gros de votre concentration va être là-dessus. Ou alors, vous dites que vous faites, je sais pas, un tel thème de podcast pendant 6 mois, et puis après vous passez à un autre thème. Comme ça, en fait, le truc, c'est d'arriver, et c'est ça qui est délicat en fait pour un philo complexe, c'est d'arriver à changer d'activité pour avoir suffisamment de stimulation cérébrale, mais en même temps, en gardant un fil conducteur, parce qu'il ne faut pas que vous passiez je sais pas, de cycliste à bibliothécaire, quoi, parce que là, vous n'en sortirez pas. À chaque fois, vous réapprendrez un métier, et voilà, ce sera pas une vie, parce que vous aurez fait un petit peu de tout, et dans ce cas-là, vous ne serez pas heureuse à la fin du schmurt. Donc, le truc, c'est ça. Donc, enfin, encore une fois, je vais donner mon exemple personnel, mais parce qu'évidemment, j'ai construit ma vie en ce sens, et avec cette difficulté-là du philo complexe qui touche à tout, c'est que tout mon fil conducteur, c'est l'intelligence, la performance, l'excellence. Donc, c'est toujours la même chose, mais
il y a un moment où pendant 6 mois, je vais être davantage sur l'écriture d'un livre, un autre moment où je vais être davantage, justement sur, on disait, sur les réseaux sociaux, la communication, etc. Un autre moment encore où je vais être davantage dans la recherche, écrire un article hyper pointu en recherche, voir nos résultats. Est-ce que, je sais pas, justement, le réseau, le Default Mode Network, c'est davantage activé que ceci, cela, qu'est-ce que ça nous dit sur telle population, etc., comme je l'ai fait dans ma dernière étude. Voilà. Donc, j'ai toutes ces activités. Une autre fois, je vais faire une conférence. Une autre fois, je me dis, ouais, mais les conférences, ça commence à me barber, j'ai envie de faire les choses autrement. Hop, et puis je crée une conférence spectacle. Voilà. Et comme ça, j'ai toujours le même fil conducteur, j'ai toujours le même centre d'intérêt. Je ne vais pas changer pour me mettre à la couture et réfléchir sur la couture, mais avec plein d'activités différentes. Et comme ça, au moins, mon cerveau est toujours nourri et je suis toujours en recherche en plus. Et on peut garder cette quête d'excellence, puisque l'excellence sert le fil rouge et non pas forcément que l'activité. Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a la petite excellence et la grande excellence. L'excellence de mission, c'est pour ça aussi. Ouais, comme vous ouais, appelez, c'est ça. l'excellence de fil rouge. Oui, tout à fait. Et donc, en plus, ça permet justement de se mettre moins de pression par rapport. Alors, je dis ça, moi, je mens un petit peu pour moi-même, mais c'est ce que j'allais dire. Vous y croyez vraiment? Ouais, pardon. Mais si, je vais le dire comme ça quand même, parce que moi, ça me pousse à y croire. C'est se mettre moins de pression. Par exemple, si vous avez un livre qui vient de sortir, vous voulez que ça fonctionne, étant donné que vous êtes un philo-cognitif, vous êtes dans l'hyper-contrôle, vous avez besoin de contrôler tout ce qui se passe, donc au niveau de la com, au niveau de attachés de presse, machin, et donc, quand il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et qui ne fonctionnent pas super bien, c'est vraiment dur quand c'est votre bébé et que là, ça ne vous appartient pas, quoi. C'est pas lié à vous. Donc là, ça vous permet quand même... non, mais je le dis plus sérieusement parce que ça fait mal, ça fait très très mal, surtout quand on est control freak, comme c'est mon cas et comme c'est le cas, je pense, de l'immense majorité des philo-cognitifs. Ça fait très mal. Mais au moins d'avoir ce grand fil conducteur général, ça permet de se dire c'est pas grave, c'est dans mon œuvre. Donc maintenant c'est là, c'est posé, et donc ça fera son chemin tout seul. Donc sur le moment, on se dit pas ça, mais le deuxième effet qui se coule, c'est quand même ça. De le remettre en perspective. C'est ça. Et on peut pas remettre en perspective quand on n'a que ça, quand on est que auteur ou que chercheur. Alors c'est rare les gens qui dans justement tous les métiers que j'ai choisis. Enfin, non, c'est pas vrai, il y a des chercheurs qui ne sont que chercheurs. Etc. Donc voilà, à chaque fois, dans tous mes domaines, je me dis, c'est cool parce que si ça fonctionne pas, vraiment, je fais tout pour être dans l'excellence. Il n'y a aucun compromis pour ça. Par contre, si je vois qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas et qui n'ont pas fonctionné, ok, j'ai ma grande œuvre. Donc ce fil rouge, c'est l'œuvre d'art dont vous parlez dans votre livre. Exactement, c'est tout à fait ça. L'œuvre d'art que vous voulez faire de votre vie. C'est ça, c'est mon but ultime, c'est faire de ma vie une œuvre d'art. C'est parfait, je propose de rester là-dessus. Merci beaucoup, Dr Fanny Nussbaum, pour le temps que vous m'avez accordé. Ça a été un réel plaisir et un honneur de vous interviewer. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je les invite à lire votre livre « L'art de l'excellence », en finir avec la dictature des humanistes. Merci beaucoup. Merci Alexia. Le podcast Trop Intense, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il pourrait être utile à quelqu'un. Et vous pouvez me faire vos commentaires et me suggérer des invités ou des thématiques. À bientôt.